bienvenue officiellement à toutes et à tous dans ce lieu fraîchement inauguré, ce LUNE, comme laboratoire des usages numériques, où vous avez été accueillis, alors bien sûr de façon conviviale. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir les portraits de femmes particulièrement éloquents, mais vous aurez le temps en repartant de les regarder, donc dans le cadre d'un projet mené par Atlantique 2020. Et ce lieu, ce LUNE, eh bien, va nous transmettre certainement de très bonnes ondes, numérique bien sûr, mais énergique et surtout très adapté à notre sujet. Quel sujet et surtout, pourquoi est-ce un sujet? Pourquoi est-ce qu'il faut au moins une table ronde ce soir pour s'arrêter sur la non-mixité des sexes dans les métiers du numérique? Ben oui, parce que développeurs, administrateurs ou techniciens supérieurs, systèmes et réseaux, web designers, cela se conjugue et ça s'accorde même très bien, oui, au féminin. Elles sont alors développeuses, web designeuses, technicienne ou administratrice, métier aussi passionnant qu'infirmière ou professeur des écoles. Mais alors pourquoi les petites filles ne rêvent-elles pas d'emblée d'exercer ces métiers-là? Pourquoi les femmes représentent-elles en 2019 la portion congrue des professionnels dans les métiers du numérique, alors même, et on va le voir, que les recrutements sont très nombreux et de plus en plus nombreux? À 4 jours de la Journée internationale des droits des femmes, le département de Loire-Atlantique a voulu profiter de l'occasion pour se poser ces questions, y apporter des éléments de réponse, mais surtout éclairer la question des femmes dans le numérique avec des témoignages réjouissants de celles qui ont fait ce choix et surtout, c'est quand même mieux, qui ne le regrettent pas. Avant de les accueillir, eh bien, on va ouvrir officiellement cette soirée en compagnie de 2 élus, Marie-Paul Gaillochet, conseillère départementale déléguée à l'égalité des droits et à la lutte contre les discriminations, et David Martineau, conseiller départemental délégué à l'Open Data et Territoire Connecté. Bienvenue à tous les deux et je vous laisse ouvrir officiellement cette soirée. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président, chers collègues élus. Le département de Loire-Atlantique agit au quotidien en faveur de l'égalité des droits et dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Cette promesse citoyenne sans cesse réaffirmée est à la source même de notre engagement. Nulle société ne peut perdurer sans égalité, nous en sommes convaincus. Aussi, le département agit en faveur de l'égalité des droits et se mobilise depuis de nombreuses années pour la promotion de la journée des droits des femmes. Et comme vous, je suis persuadée que la question de l'égalité des droits doit être abordée le plus tôt possible dès le plus jeune âge. Toutes les études le montrent, en effet, car dès l'issue du collège, les choix d'orientation présentent un caractère sexué qui se renforce en enseignement supérieur. On le sait, les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, redoublant moins, ayant plus de réussite au diplôme élevé. Pourtant, elles sont moins présentes dans les formations scientifiques et sélectives et les formations où les filières sont le plus valorisées. Filles et garçons continuent donc à se conformer à ce qui est présenté comme leur domaine respectif de compétences dans les schémas socio-professionnels fortement stéréotypés. Cette persistance se poursuit également de fait pour les garçons comme pour les filles. À savoir que ces choix d'orientation ont notamment pour conséquence une faible mixité dans les secteurs d'activité. Moins de 20% des métiers sont mixtes. Nous avons donc par conséquence une forte concentration sectorielle des femmes, de même dans le sens inverse des hommes. Face à tous ces écueils, la promotion de la mixité des métiers représente donc un enjeu essentiel pour l'égalité femmes-hommes. Aussi, promouvoir la mixité des métiers dans le numérique, c'est élargir le choix d'orientation, et ça dès le collège, et aussi pour d'une autre part, pour toutes les femmes qui sont en démarche d'insertion professionnelle. L'éducation, c'est donner aux jeunes la possibilité de transformer la société dans laquelle elles vivent. Mais pour ce faire, il leur appartient d'abord de bien la comprendre, cette société, ce qui la compose, ce qui la régit. Le numérique en fait partie. Le numérique qui est venu impacter la vie des jeunes sous tous ses aspects, sociaux, éducatifs, économiques ou culturels.
Pourquoi donc, à une heure où le numérique se fait partout présent dans notre société, dans notre quotidien, les femmes ne pourraient-elles pas apporter leur pierre à l'édifice et travailler dans un secteur qui est aujourd'hui très porteur? La question est complexe et le travail encore long avant de réussir à faire évoluer les mentalités. Je n'en demeure pas moins persuadée qu'il est de notre responsabilité d'agir dans ce sens en mettant les acteurs et les actrices que vous êtes concernés donc en réseau, mais aussi en agissant dans les collèges pour une meilleure sensibilisation des jeunes à ces problématiques ou en organisant des événements comme ce soir. Cet événement qui, nous allons le démontrer, porte tout l'intérêt de défendre donc cette cause d'égalité. Et évidemment, en tant qu'élu au département, je vous assure de notre soutien dans ce combat d'humanité pour l'égalité. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à toi, David, élu à l'Open Data. Merci beaucoup, Marie-Paul Gaillochet. David Martineau. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir aux Lunes pour vous accueillir sur le premier épisode des 4 rendez-vous que donnera le département, qu'organise le département dans ces 10 jours sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ici, aux Lunes, la question qui va nous importer, c'est celle de l'égalité et l'accès à tous dans les métiers du numérique. Et finalement, au-delà de ce que vient de dire ma collègue, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse particulièrement à cette question, et particulièrement dans le département de Loire-Atlantique? C'est peut-être une situation aussi un peu particulière liée à Nantes Métropole. On sait qu'aujourd'hui, Nantes Métropole est la 2e zone de France pour la création d'emplois dans le numérique depuis maintenant 3 ou 4 années. Et cette dynamique continue de ne pas se démentir. On sait qu'il y a même aujourd'hui une pénurie des recrutements dans le numérique, qui à la fois cette pénurie qui pose un problème en termes de capacité du territoire à continuer à développer la valeur, mais qui donne aussi, pour ceux qui sont les professionnels du numérique, des opportunités évidemment importantes pour pouvoir négocier des meilleures conditions de travail dans nos entreprises du numérique. Si les femmes sont absentes ou trop absentes du métier du numérique, je crois que c'est moins d'1 tiers des postes qui sont occupés aujourd'hui par des femmes dans ces métiers du numérique, avec en plus une hiérarchisation à l'intérieur de ce tiers qui fait que plus on monte dans les postes à haute valeur ajoutée, moins la part des femmes est importante, avec un signal aussi qui, je crois, continue de ne pas nous rassurer, c'est qu'on sait que dans les formations qui mènent au métier du numérique, cette inégalité continue, elle perdure, elle s'accroît même, nous laissant penser que les années à venir, les quelques mois à venir, ne vont pas voir la situation s'améliorer. Donc évidemment, on connaît tous cette question des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et le secteur du numérique, qui est quand même aujourd'hui un des secteurs phares du développement de d'autres économies, évidemment, si les femmes y sont moins présentes alors que c'est un secteur qui est plutôt très rémunérateur, alors évidemment, par translation, on peut imaginer que les inégalités globales dans notre économie continueront de se creuser avec cette moindre permanence des femmes dans ces métiers. Et puis, pour notre territoire, c'est aussi un questionnement pour nos entreprises, pour toute la dynamique de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire que de se passer de ces femmes avec dans des univers aussi où la compétition par la valeur et par la créativité est importante. Est-ce que finalement une armée d'hommes est aussi compétente qu'une armée d'hommes qui serait complétée par une armée de taille équivalente de femmes? Moi, je ne le crois pas, et je crois qu'on a besoin que les femmes soient là pour pouvoir aussi être participatifs à ces créations et à inventer les nouveaux produits, les nouveaux process, les nouvelles organisations qui nous concernent. Ici, aux Lunes, ce laboratoire qui vient de s'ouvrir là tout dernièrement et qui va accueillir semaine après semaine de très nombreux collégiens, on fait le pari que prendre très vite, comme tu le disais, les collégiens en leur permettant de collégiens et collégiennes, donc de se familiariser avec les outils du numérique. On a aussi cette situation particulière que le personnel qui les reçoit est aussi un personnel en partie féminin. Et donc on voit que les jeunes filles peuvent aussi se
voilà, se projeter dans le fait que l'univers numérique, en fait, aujourd'hui, il est évidemment en grande évolution, il aurait grand ouvert, et pour nous, c'est vraiment c'est une question très importante. Et puis, pour finir, pourquoi un département se mêle de cette question, et en quoi le département peut avoir un effet sur ces questions? Je crois qu'il y a une réponse toute simple qu'on a essayé d'apporter avec le président, c'est de se dire aujourd'hui, le département mène des politiques pour l'égalité de tous, ceux qui sont les plus éloignés d'un certain nombre d'intégration économique, ceux qui sont éloignés territorialement, ceux qui sont dans l'inégalité sociale. Et évidemment, dans ces politiques, on voit aujourd'hui que la question du numérique, elle traverse toutes ces politiques publiques, et qu'on avait besoin de se doter d'une stratégie globale sur comment finalement, je vais le dire un peu simplement et en faisant un peu de politique aussi, parce qu'il faut en faire, est-ce que ça peut exister une politique menée par un département pour un numérique de gauche, un numérique inclusif, un numérique pour tous, un numérique qui est évidemment heureux de créer de la valeur. On a tous besoin que vous continuiez ici sur ce territoire à créer de la valeur, mais aussi un numérique qui promeut l'inclusion pour tous, qui permet de développer les solidarités, qui permet d'offrir de nouveaux services publics. Et voilà, pour faire tout ça, on a besoin des hommes, ils sont déjà présents, mais on a surtout besoin que de nombreuses femmes les rejoignent pour pouvoir continuer à avancer sur ces questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Merci David Martineau. Je vais vous inviter à regagner la salle pour profiter de la suite. Et puis, je vais commencer par rebondir sur ce chiffre, à peine un tiers de femmes. Bah oui, 33% de femmes parmi les salariés dans les métiers du numérique. 9% de start-up sont dirigées par des femmes. En 2017, c'est un chiffre qui date de l'année 2017. 11% de femmes dans la cybersécurité, 11%. Et puis dans les métiers du développement, 27% de femmes seulement. Alors à l'heure de la révolution numérique, alors que vous l'avez dit, notre quotidien tout entier est repensé, se repense avec ces outils, est-ce qu'on peut sérieusement imaginer une société pensée, développée et gouvernée majoritairement au masculin ? Eh bien, je vous propose d'en parler en invitant ici, autour de ces sièges et manches debout, Anne Baumstimler. Elle est formatrice, consultante sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de sa propre agence. Je vous en prie, Anne, installez-vous. Agence qui s'appelle Adelphélie. On accueille Baptiste Loira, il est responsable du site de Nantes de l'ENI, l'école informatique, accompagné dans la salle, et on l'écoutera également par une des étudiantes de l'établissement, Fanny Trémel. Marie Cauchy nous rejoint. Marie est chargée de mission au sein du réseau ADN Ouest comme association des décideurs du numérique de l'Ouest, une association qui réunit près de 600 entreprises informatiques en Pays de la Loire et en Bretagne. Bienvenue également à une de ces 27% de développeuses, Cécilia Bossard, développeuse et membre de Women in Tech Nantes, un groupe de femmes développeuses. On va en parler avec elle. Et puis, vous pouvez vous asseoir, bien sûr. On écoutera également, puisqu'on a la chance de les avoir dans cette salle, Colette Vitiello, qui a créé La Pâte de Chat et La Box Naturelle. Elle est ici, Colette, finaliste du prix Femmes du Digital Ouest, une association qui prône la mixité dans le numérique. On pourra également compter sur le regard éclairé de François Parpaillon, responsable du service Insertion Emploi au sein du département de Loire-Atlantique. Et puis, à ses côtés, enfin juste devant, le témoignage de Joël Herry de la Fondation Agir contre l'exclusion, qui nous en dira un petit peu plus sur ce qui est fait. Voilà pour vous dresser un petit peu le tableau de ce qui nous attend. Et puis, bien sûr, on prendra le temps d'échanger avec vous. C'est aussi tout l'intérêt. Donc, n'hésitez pas, quand vous le souhaitez, à agir, interagir en levant la main. Des micros seront à votre disposition. Alors, on a commencé par quelques chiffres, le constat actuel sur ce déficit de femmes dans les métiers du numérique, mais c'est intéressant peut-être de se souvenir que ça n'a pas toujours été ainsi. Et c'est avec vous, Anne, qu'on va commencer par un petit détour historique, parce qu'il fut même un temps où les femmes, dans ce domaine-là, étaient en majorité, et ça, tout le monde ne le sait pas. Tout à fait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer un petit parcours dans l'histoire du numérique, parce qu'en fait, le numérique, même si c'est quelque chose une science nouvelle, elle a déjà une histoire. Et donc ça, c'est une photo de Bérénice Abbott, qui est une photographe et qui, dans les années 40, va documenter
les domaines scientifiques et elle fait une photo d'une femme qui est en train de programmer un ordinateur. Alors évidemment, ça ne ressemble pas tout à fait à nos ordinateurs d'aujourd'hui. Mais voilà, donc c'était vraiment des fiches, des cordons et les machines se programmaient ne connaissaient que des 0 et des 1. Voilà. Ici, en 1948, l'ENIAC, alors ça, c'est un programme de l'armée américaine. Et l'armée américaine va développer un premier ordinateur, qui donc fait une pièce entière, pour améliorer les trajectoires des tirs. Donc, et pour ce programme-là, l'armée américaine embauche 6 femmes. Donc voilà, 3 sont en train ici de coder. Hein. Donc on est pareil, ça c'est quand même la vieille informatique. Mais donc on a bien des femmes et ce sont les premières. Elles ne se basent, on est vraiment sur les premières machines. Donc en fait, ce sont vraiment des pionnières. Voilà, Grasshopper, née en 1906, elle a une licence, elle passe une licence de mathématiques et un doctorat, ce qui est pour les femmes qui est un premier accès. Les femmes n'avaient pas accès comment dire, à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là et en mathématiques. Hein. Donc, elle est mathématicienne, elle est doctorante. Seulement, une fois qu'elle est sur le marché du travail, voilà, mais il n'y a pas de poste pour les femmes mathématiciennes, puisqu'en fait, on est vraiment dans des sociétés qui sont très ségrégées, où les femmes et les hommes n'exercent absolument pas les mêmes métiers. Donc, elle ne sait pas quoi, elle cherche un poste qui lui convient, et finalement, elle rentre dans la marine américaine. Mais la marine américaine n'est absolument pas ouverte aux femmes. Donc, la marine américaine fait une exception pour Grasshopper parce qu'elle est doctorante et qu'elle a besoin de mathématiciens. Donc, elle rentre. Et très vite, elle va se tourner vers un laboratoire d'informatique. Et elle a l'idée, plutôt que de mettre des fiches et de coder les machines avec des 0 et 1, elle se dit ce serait quand même plus pratique d'avoir un langage qui soit plus proche de nous et que j'écris mon programme dans un langage à peu près à peu près proche de notre langage à nous et quelle que soit la machine, je peux donner la même chose quelle que soit la machine. Donc en fait, c'est l'inventrice ce qu'on appelle le compilateur, mais donc le traducteur, quoi. En fait, de cet outil qui permet de traduire d'un langage naturel proche de nous à un langage machine. Parce que sinon, vous écriviez, je sais pas, vous faisiez un programme pour les fiches de paye, le constructeur vous donnait une autre machine, vous réécriviez tout, quoi, en fait. Donc voilà, Grasshopper, c'est vraiment un des personnages centraux. Et ce sont les mathématiciennes qui, en fait, ne trouvent pas à s'employer dans les secteurs des mathématiques et qui vont largement investir l'informatique. Parce que l'informatique, c'est un secteur neuf. Les hommes, eux, sont plutôt dans les laboratoires de maths et ne vont pas aller sur le secteur de l'informatique, puisqu'en fait, c'est un secteur neuf, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est porteur. Ce n'est pas forcément très, très bien payé au début. Donc, voilà, laissons cela aux femmes. Voilà. Et donc, effectivement, les mathématiciennes investissent largement. Donc ici, on a une autre mathématicienne et qui, elle, va rejoindre IBM et va être, avec Grasshopper, à l'origine du programme COBOL. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc, dans les années 60, voilà, on est pas mal dans les années 60, hein, dans le secteur du numérique. On est pas mal du tout, on est à 40-50% de femmes. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Comment ça se fait-il qu'on en soit là aujourd'hui? Donc, dans les années 60, donc voilà un ordinateur IBM. Et dans les années 60, IBM se dit, j'ai besoin, l'informatique, c'est en plein boom, ça commence, vraiment, il y a des possibilités extraordinaires, j'ai besoin de recruter. Donc, comment faire, puisqu'il n'y a pas d'école d'informatique, c'est une science nouvelle, on ne sait pas où on va, enfin bref. Pas encore.
Pas encore. Ils Donc, arrivent 20 ans après. qui est bon en informatique, quoi. Comment savoir quel profil recruter? Donc IBM va contacter et passer commande à un cabinet de ressources humaines. Et ce cabinet de ressources humaines va interviewer, interroger, voir le profil de 1000 informaticiens hommes. Conclusion, l'informaticien, il est plutôt un peu moins social que la moyenne. Il est un peu asocial, oui, un peu. Et ses activités sont plutôt des activités masculines. C'est normal, hein. On est parti d'un échantillon de 100 hommes, de 1000 hommes. Le cabinet applique son modèle sur les femmes, sur 300 informaticiennes. Il dit, oh, ça colle pas tout à fait. Oh, bah, ça doit être un peu l'exception. Donc, on prend ce modèle masculin. Donc, IBM recrute essentiellement des hommes. Et donc, les femmes sont exclues, de ces recrutements. Donc ça, c'était pour vous montrer une publicité dans les années, alors on est peut-être je ne sais plus à quelle époque on est, mais voilà, en fait, on a une publicité, C2I, qui fait une publicité, et on voit bien, dans la publicité à cette époque-là, il y a toujours des femmes, elles sont bien présentes dans les images. Alors, que se passe-t-il? Eh ben, fin des années 70, début des années 80, arrivée de l'ordinateur personnel. Donc, dans l'entreprise, on avait des femmes et des hommes, et à la maison, on a des femmes et des hommes, mais pas aux mêmes tâches. Voilà. Donc, madame, quand l'ordinateur arrive à la maison, madame fait les tartes, pendant que monsieur gère le budget et utilise l'ordinateur. Alors effectivement, les premiers ordinateurs personnels à la maison, c'est à la fois des objets de gestion, à la fois des jeux. C'est des objets qui coûtent très cher, et donc on les achète plutôt pour les petits garçons. Voilà. Et c'est papa qui va montrer comment ça fonctionne. Donc, et là, on voit effectivement une publicité, maman est derrière. Voilà. Surtout que les premiers ordinateurs, il y avait il y avait certains ordinateurs qu'il fallait construire, donc c'était un jeu de construction. Donc ça se faisait entre garçons, quoi, entre le père et le fils ou les fils. Voilà, alors une publicité, on a un petit peu changé, on a une figure masculine qui apparaît, hein, tout de suite. Non, c'est vrai, c'est... Voilà, bah oui, oui, voilà. On associe... Ça passerait peut-être pas, ça, en 2019. Oui, ouais. Donc voilà, et là, effectivement, on voit que l'ordinateur, il fallait s'il y avait une histoire de construction, puisqu'en fait, on a... Voilà. Maîtrise totale. Alors que se passe-t-il aussi? Eh ben en fait, il se passe un truc qui en fait a été vraiment qui est défavorable pour les femmes. C'est qu'en fait on a le logiciel libre, et donc avec la naissance d'un mouvement alternatif. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui travaillent dans l'informatique, et le soir, ils décident de coder toute la nuit. Donc évidemment, déjà, premier problème, les femmes ne sont pas, parce qu'elles ne sont pas disponibles le soir et la nuit. Souvent, elles sont chargées de famille, donc c'est un peu difficile pour elles d'assurer un métier le jour et de coder la nuit. En plus, au début, ce mouvement un peu alternatif, en fait, il fonctionne par cooptation. Donc en fait, on va plutôt coopter des hommes, et on va avoir une communauté plutôt d'hommes. En plus, cette communauté d'hommes, elle va développer, il va y avoir un modèle qui va être associé à cette communauté, qui est le modèle du geek, donc de la personne qui passe toute la nuit à coder, qui ne se lave pas, qui mange n'importe comment, qui s'habille n'importe comment. Donc, pas forcément
pas forcément un modèle attrayant pour les femmes. Et en plus, on a le modèle du hacker, donc la personne qui effectivement là travaille de nuit, a une carte du monde et va peut-être essayer de dominer le monde la nuit, de changer le monde, de faire des... Voilà. Et donc ce modèle-là, en fait, effectivement, c'est un modèle masculin. Voilà, alors pour en revenir à, à l'image à l'ENIAC, en fait, cette histoire, voilà une photo de l'ENIAC avec nos deux programmeuses qui date de 1946. Et alors, on a une étudiante, une doctorante, Catherine Kleeman, qui donc dans les années 80, regarde ces images et dit quand même... on m'a jamais dit qu'il y avait des femmes en informatique, quoi. Donc elle est surprise, elle cherche les noms des personnes qui sont sur les photos, elle ne les trouve pas. Elle demande, elle mène une enquête, elle dit mais qui sont ces femmes? Et on lui répond tout à fait naturellement, ah oui, ben sur ces photos-là, on a dû faire appel à des mannequins et on a fait venir des mannequins. Alors elle se dit quand même, pour des mannequins, je trouve qu'elles n'ont pas l'allure de mannequins. Donc elle continue son enquête. C'est les chaussures peut-être. Voilà. C'est le seul indice. Bon. Ou les chaussons. Elle continue son enquête et en fait, non, elle s'aperçoit qu'effectivement, oui, c'était des femmes. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de doute, c'était bien des femmes. Donc elle signale en 86, il y a une commémoration de ce programme de l'ENIAC, et aucune des pionnières, des femmes qui étaient à l'origine de ce projet-là, aucune ne sont invitées. Donc elle signale, elle dit « Oh, mais vous savez, c'était des femmes au début. Ah bon, on ne savait pas. Oh, ben, je vais vous donner leur nom, je les ai contactées, elles sont encore vivantes. » D'accord, très bien. En 1996, commémoration des 50 ans de l'ENIAC, aucune pionnière n'est invitée. Voilà. Donc en fait, cette histoire de l'informatique intéresse, au jour d'aujourd'hui, intéresse les chercheuses et les chercheurs, parce qu'en l'espace de 40 ans, on a complètement gommé la participation des femmes à cette aventure. Et la personne qui a répondu, ce sont des mannequins, il y a de fortes chances qu'elle y croyait que c'était des mannequins. Enfin, que pour elle, c'était pas pensable que les femmes aient pu avoir une place à un moment donné dans ce champ-là. Tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation passionnante et ce petit voyage dans l'histoire. On va revenir juste sur nos échanges. Alors, moi, je veux bien entendre Baptiste. On reviendra bien sûr sur votre parcours, hein, Anne, tout à l'heure. Baptiste, alors, oui, d'accord, l'ENI n'existait pas tout à fait encore, puisque l'école a été créée en 1981. Mais est-ce que vous avez quand même connu un âge de prédominance féminine et puis vu cette baisse où le mal était déjà fait, finalement, dans les années 80 ? Alors moi, j'ai 10-15 ans de retour d'expérience à l'ENI, donc c'est de ces 10-15 dernières années que je vais surtout pouvoir vous parler. Nous, on a clairement vu dans les formations le déficit clairement de femmes dans les métiers du numérique. Lorsqu'on trouve une personne sur ces 10 dernières années, sincèrement, sur une personne, une femme dans une promo de 15, 20, 25, parfois ça peut arriver personne, eh bien, tout le monde s'arrête un petit peu, tout le monde la regarde et tout le monde se dit « Ah, une femme quand même dans une formation ». Beaucoup d'actions sont menées, que ce soit par l'école, que ce soit par l'écosystème, par les associations, par les acteurs que vous avez présentés également tout à l'heure. Beaucoup d'actions sont menées quand même depuis quelques années. Et sur ces 2 dernières années, nous, à l'école, on revoit quand même une augmentation du nombre de femmes dans les formations. Je ne dis pas que la mixité et la parité, en tout cas, est respectée, que le 50-50 qu'on voyait tout à l'heure est respecté. Mais aujourd'hui, on revoit quand même 4-5 femmes. Alors, je sais, c'est pas énorme. On arrive à des taux à peu près 20% de femmes dans les formations. On prenait l'exemple tout à l'heure de Fanny, où il n'y a que 2 femmes dans sa promotion. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, on revoit. J'espère que ce sont toutes les actions qui sont menées depuis ces dernières années qui permettent finalement de revenir à des taux qui vont, je l'espère, arriver à une parité à 50-50.
parce que vous êtes proactif quoi, sur ce sujet-là. Alors, il nous, faut oui. faire des choses. Nous, oui, si je parle de nous 2 secondes sur ce sujet-là, on mène des actions effectivement de sensibilisation, que ce soit en amont de la formation et pendant la formation, parce qu'on est convaincu que la formation est un bon moyen, est un bon vecteur de refaire passer des messages. Comme vous l'avez présenté, effectivement, il y a pas mal de messages qui ont été passés et du coup qui sont restés. Des images qu'on a en tête. Exactement. Et si nous, à notre niveau, en tant que ENI, organisme de formation, on apporte ces sensibilisations et que demain, dans les entreprises, les personnes qui sont formées à l'école seront demain des futurs recruteurs, et ben, s'ils sont sensibilisés à ces recrutements-là, ça peut être que favorable. Et l'autre notion, c'est qu'on anime par exemple effectivement des ateliers dans les collèges. On le fait en partenariat avec Cisco notamment, dans les collèges, d'accès finalement, de déconstruire les stéréotypes et de leur montrer que c'est possible d'aller dans les métiers numériques. Alors un mot juste pour quand même préciser, donc l'ENI forme à des diplômes de Bac+2 à Bac+5 sur les métiers du développement, de l'administration système et réseau. Et puis vous menez aussi en lien avec ADN Ouest ou Femmes du Digital qu'on va entendre ce soir, qui sont représentées, des actions envers les personnes en reconversion, pas seulement au niveau du collège. Et ça, c'est un public précieux, j'ai envie de dire, Complètement. Au regard du fort potentiel de recrutement. Complètement, ce sont des personnes qui généralement sont en reconversion, donc des formations qui s'ouvrent à des personnes qui ont un parcours complètement hors informatique. Et là, c'est effectivement toutes les actions qu'on peut mener en partenariat, notamment avec Marie, sur des salons, sur des forums, sur des actions de communication, où on explique et du coup on prend le temps d'expliquer aux gens qu'effectivement c'est possible, on explique les métiers et finalement on se rend compte que les femmes ont tout à fait leur place dans ces formations-là. Vraiment, c'est quand vous m'expliquiez, que vous me demandiez tout à l'heure mon parcours effectivement sur les 10-15 dernières années, je n'arrive pas à justifier justement le fait que ce soit sous-représenté. Et quand on parle d'enjeux, clairement aujourd'hui à l'aube de 2022, on estime à peu près 200 000 postes de disponibles dans les métiers numériques. Clairement, aujourd'hui, les sociétés, elles pourront pas se priver demain de quasiment 50% de talents supplémentaires. Donc l'enjeu, il est fort. Et l'enjeu, il est fort également du côté formation. Merci beaucoup. On y reviendra, mais d'abord, je veux bien qu'on fasse un petit point, puisqu'on les a évoqués un petit peu, j'en ai cité quelques-uns, mais les métiers du numérique, de quoi on parle exactement aujourd'hui en 2019 ? On a une spécialiste avec nous, ça tombe bien, Marie Cauchy, chargée de mission au sein d'ADN Ouest. Vous passez, Marie, une partie de votre temps à sensibiliser, à expliquer, à motiver, à décrypter et lever le mystère sur ces métiers du numérique. Ils se classent en 3 grandes familles. Est-ce qu'on peut rappeler lesquelles pour que ce soit très clair pour tout le monde ? Bien sûr. La description, enfin en tout cas la définition que je vais vous donner est la mienne. Alors tout le monde ne la partagera pas forcément, mais moi mon rôle c'est vrai que c'est de vulgariser ces métiers auprès des très jeunes collégiens, lycéens, des personnes en reconversion, et donc je m'en suis, on va dire, approprié une définition. On les classe en 3 grandes familles, dont certains souffrent bien plus du manque de mixité que d'autres. La première grande famille, et Cécilia nous en parlera tout à l'heure, mais c'est pour moi les métiers qui tournent autour du développement informatique, donc la production de code, site web, application, l'intégration, ce genre de choses. La deuxième grande famille, c'est plutôt les métiers de l'infrastructure et du réseau. Donc là, on va aller chercher des personnes qui font du code, mais aussi une connaissance sur la gestion des serveurs, sur les bases de données. On parle notamment de postes d'administrateur base de données, qui... même si ils sont amenés à faire du code, voilà, moi je me permets de les mettre dans cette deuxième grande famille. Et la troisième grande famille, c'est plutôt les nouveaux métiers, ce pourquoi aujourd'hui on parle de numérique et plus d'informatique, les métiers qui sont plutôt utilisateurs, donc les métiers de la communication digitale, du marketing digital. Et là, bien évidemment, on y retrouve beaucoup plus de femmes, mais ce ne sont pas des métiers qui, finalement, qu'on va qualifier de très techniques. Et c'est là où ils sont peut-être moins en tension. Ils sont moins en tension. C'est des métiers qui recrutent forcément moins et des métiers qui, on va dire, sont un peu plus attractifs dans l'air du temps, avec les jeunes qui utilisent énormément les réseaux sociaux et leur téléphone portable. Merci beaucoup. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Oui. Alors ADN Ouest, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, représente près de 600 entreprises informatiques de toutes les tailles, mais aussi des écoles, comme l'ENI d'ailleurs. Et ce réseau, il permet donc aux professionnels
bien sûr de se retrouver et puis de développer l'innovation avec un accélérateur de start-up. Vous vous occupez aussi d'emploi et de formation. Les besoins, donc on l'a dit, sont grands. Et puis, il y a un observatoire régional des compétences du numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette ORCN avec ce que vous collectez et les actions de sensibilisation menées? Parce que vous faites beaucoup de choses. Effectivement. En fait, l'observatoire existe tel quel depuis, on va dire, à peu près 3 ans. Et donc, en fait, c'est des enquêtes qu'on fait paraître auprès de nos adhérents, qui sont donc des directions informatiques ou des ESN, hein, des entreprises de services numériques. On a tous les semestres une enquête qui est publiée et qui récupère les résultats d'à peu près 350 entreprises interrogées. Et on va les interroger sur leurs pratiques de recrutement, sur leur vision à long terme, à 6 mois, sur leur futur recrutement. Et les chiffres qu'on en a, en tout cas, qui concernent l'emploi des femmes, ne sont pas forcément très bons. Par exemple, sur le dernier semestre 2018, sur 1400 recrutements, un recrutement sur 6 était féminin. Voilà. Et puis évidemment, l'Observatoire ne fait que démontrer la pénurie de recrutement qui, sur les 350 entreprises, à 70%, elles se disent avoir un sentiment de pénurie dans le recrutement. Donc on n'arrive pas à recruter ni des hommes ni des femmes, et encore moins des femmes. Ok, ouais, donc le constat est clair, Voilà. et net et précis. Et donc pour vous, c'est un vrai sujet, cette question des femmes, et surtout comment vous vous en emparez. Je crois que vous avez envie de surtout pas dire on manque de femmes, mais plutôt de voir les choses autrement. Donc si vous pouvez nous expliquer quel est le point de vue que vous avez sur ce sujet-là. Effectivement, pour moi, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a des vraies choses à mettre en place, mais c'est pas en disant, enfin, quand je me retrouve en collège et en lycée, je vais pas leur dire il y a 8% de femmes, venez, parce que ça leur donne pas forcément envie. Elles savent très bien qu'elles vont se retrouver dans des classes extrêmement masculines, et c'est pas forcément l'argument qui va leur donner envie. Par contre, je pense qu'il faut c'est à nous de leur montrer, de leur permettre de s'identifier à des rôles modèles, des femmes qui travaillent dans le numérique, qui savent en fait, qui sont identifiés, on va dire, de façon grâce à leurs compétences techniques. Moi, je trouve ça très valorisant qu'on me dise, bah ouais, toi, tu es super développeuse, voilà. Et je pense qu'on pourra poser la question à Cécilia et elle nous dira la même chose. Évidemment, c'est ce qu'on va faire juste après. Pas intérêt à dire le contraire. Mais voilà, c'est pas forcément en leur disant qu'on a 8% de femmes qu'il faut et que c'est pour ça qu'il faut qu'elles rejoignent les filières, mais leur montrer ce qu'on peut faire avec le numérique et ce qui est concret, leur montrer que le numérique c'est un outil pour tous les autres secteurs d'activité. Peut-être pour celles qui ont toujours rêvé faire de la médecine, je sais que beaucoup de femmes rejoignent ces filières médicales, leur montrer que le numérique en médecine, il y a des choses à faire. Et puis si je peux me permettre, aujourd'hui on code l'intelligence artificielle de demain, et ben, malheureusement elle est développée par beaucoup d'hommes. Et donc nos usages de demain risquent d'être assez masculins. C'est important de le rappeler. Voilà. Vous-même, Marie, pourquoi vous vous êtes retrouvée à ce poste-là, dans cet univers-là ? Alors moi, je me suis retrouvée là un peu par hasard il y a 3 ans, surtout sur des postes événementiels. Et puis c'est vrai qu'avec le temps chez ADN West, j'ai pris mes fonctions en chef de projet. Mais moi, je suis pas forcément un exemple à mettre en lumière parce que je suis pas quelqu'un qui fait du technique. Par contre, si aujourd'hui je devais me reformer, c'est vrai que je m'intéresserais de plus près à toute cette partie technique parce que je trouve ça très intéressant. Eh ben, ça tombe bien. On va entendre Cécilia, votre voisine, Cécilia Bossard, donc, puisque ça va nous permettre d'écouter la voix des femmes qui ont choisi d'y aller. Vous êtes développeuse, vous avez fait des études d'informatique. Pourquoi ce choix d'orientation ? Est-ce que toute petite, c'était clair et net, quand je serai grande, je serai développeuse ? Pas franchement, en fait. J'y suis arrivée un peu par hasard. Ah, là encore. Et voilà. Un peu par hasard. Au lycée, il y avait une option informatique. Où, donc, c'était dans les années 2000. La grande période du début d'Internet dans les maisons, où on faisait des pages perso et tout. C'était le grand âge d'Internet. Enfin, du coup, j'ai trouvé ça très, très rigolo, en fait. D'accord. Donc pouvoir créer des choses comme ça avec un ordinateur, je trouvais ça vraiment sympa. Donc j'ai décidé de continuer. Donc une option informatique. Une option informatique au lycée. D'accord. Et voilà, j'ai fait. Vous étiez dans une filière scientifique ? J'ai fait un bac scientifique, oui. D'accord. Donc il y avait cette option et je me suis dit pourquoi pas commencer. Mais comme j'étais pas trop sûre de moi, je vais faire des études courtes. Je vais faire un DUT. Voilà. On sait pas. On sait jamais. Peut-être que ça va pas me plaire et que comme ça serait que 2 ans de perdu entre guillemets. Donc j'y suis allée sans savoir en fait que c'était pas du tout une filière féminine.
En fait, je Ah savais oui, pas donc du tout. finalement, c'était la surprise. C'est ça, je savais pas du tout que ça intéressait pas les filles, en fait. Et je suis arrivée à l'IUT, j'étais assez étonnée de voir qu'on était 10% de filles. Ouais. Donc sur une promo, vous étiez On était non, parce que c'était une promo de 90 Ah oui, 100. d'accord. C'est quand même une grosse promo. Donc on était quand même une dizaine à pouvoir se serrer les coudes. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de pouvoir. Voilà, on n'a pas fait que des pages web. À l'IUT, on va un peu plus dans un peu plus technique. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de poursuivre en école d'ingénieur. D'accord. Là, c'est pareil, les proportions hommes-femmes, on était peut-être 15% de femmes. D'accord, dans cette école d'ingénieur. Donc vous étiez déjà orienté sur ce métier pour faire du développement, c'était déjà clair ou à un moment donné il y a un déclic pour aller plutôt vers cette catégorie spécifique? Donc l'IUT c'était très clairement pour faire du développement. En fait, ils nous formaient en 2 ans à être développeur et je m'étais dit que je ne savais pas si toute ma vie ça serait quelque chose qui me plairait. Donc j'ai poursuivi en école d'ingénieur pour faire peut-être du management, être chef de projet. Et en fait, à l'issue de ces 5 ans d'études, je me dis non, en fait, clairement, je préfère parler aux machines. Il y a moins de soucis de management, ça dépend. Tant qu'on les gère bien, en tout cas, les machines. Donc, vous avez recadré votre choix sur le développement. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Donc, vous travaillez tous les jours dans ce domaine-là. Tout à fait. Dans quel cadre? Seul, dans une entreprise? Donc, je suis dans une entreprise. Voilà, on travaille en équipe. Vous parlez quand même à des gens. Oui, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, on communique en permanence. On est toujours en train de travailler en équipe, de poser des questions, d'être en relation avec les utilisateurs de ce qu'on fait, parce que le but, c'est quand même qu'ils puissent utiliser ce qu'on fait. Donc, on essaie de savoir ce dont ils ont besoin. Donc, on est toujours en fait, c'est plus un métier de communication qu'un métier technique, j'aurais tendance à dire. Concrètement, pour comprendre ce que vous faites, c'est quoi exactement? Pour quel type d'usage vous faites aujourd'hui du développement? Alors, actuellement, là, moi, je travaille pour... donc, je développe des logiciels libres essentiellement pour des collectivités. Voilà. D'accord. Mais avant, j'ai travaillé dans le médical, j'ai travaillé dans les télécoms, dans l'assurance. Donc c'est ça qui est aussi important à dire, c'est que ça ouvre une diversité de secteurs et donc c'est pas routinier. Pas du tout. En fait, on est toujours en train d'apprendre les métiers des autres. Parce que pour réussir à faire des outils utiles aux personnes, on est obligé de comprendre leur métier. Et donc, on est toujours en train d'apprendre aussi bien donc, des nouveaux métiers que des nouvelles technologies également. Donc, c'est un mouvement constant. Ça ressemble à quoi une journée pour vous de codeuse, de développeuse? Alors, en fait, c'est le même métier, hein, codeuse, développeuse. C'est juste qu'il y a la version anglaise et la version française, c'est ça? Oui, ou même on peut dire programmeuse. Ah, on peut aussi dire programmeuse. Ouais. Mais pas programmateur. Ça, c'est pour les machines à laver. Je tiens à le dire. C'est important comme précision. Donc oui, une journée type, c'est combien de temps passé devant votre ordinateur? C'est quand même une grande partie du temps passé derrière l'ordinateur, mais c'est aussi des points d'équipe, des réunions avec les clients, des pauses café, c'est important aussi. J'aurais tendance à dire c'est une vie d'équipe, une vie d'entreprise classique, mais c'est l'impression que j'en ai parce que je ne connais pas grand-chose. Vous avez des collègues féminines? Quelques-unes, oui. Ouais. Oui. Et vous avez l'impression que ce regard de vos collègues masculins, il est naturel, il n'y a pas de souci? Est-ce que finalement c'est simple au quotidien? Moi, je ressens pas de différence en fait. J'ai l'impression, voilà, on discute de manière cordiale. Bon, de temps en temps, il faut recadrer quelques blagues sexistes, mais je pense que c'est dans tous les corps de métier pareil. mais globalement, ça se passe très très bien la relation homme-femme, de ce que j'ai pu vivre. Et on m'a souvent dit que c'était bien d'avoir des femmes dans les équipes parce que ça permettait d'atténuer un peu l'ambiance vestiaire de rugby. Il peut y avoir quand ce sont des équipes purement masculines. Donc il y en a qui apprécient quand même avoir des présences féminines. La mixité, c'est toujours un atout. Un mot pour dire que vous faites aussi partie d'un réseau qui s'appelle Women in Tech Nantes. C'est quoi? De quoi il s'agit et pourquoi c'est important? Alors contrairement à ce que le nom peut
laisser penser, c'est pas uniquement un réseau de femmes. C'est ça. Voilà, c'est Women in Tech, mais pas que Women. Mais pas que Women. Voilà. D'accord. On a créé ce petit groupe en 2014. Donc à ce moment-là, on était dans les membres fondateurs, si je peux dire. Il y avait autant d'hommes que de femmes, en fait. Et notre but, c'était effectivement de mettre en valeur un peu ces femmes dans la technique, faire en sorte qu'il y en ait un peu plus, potentiellement. Donc en essayant de mettre en place quelques actions. Donc au tout début, on s'est plutôt orienté sur essayer de briser les stéréotypes. Donc en intervenant dans les conférences de développeurs, en disant que voilà, il y avait des femmes aussi et qu'il fallait juste être un peu attentif à ça. Puis on a élargi sur la diversité, pas que hommes-femmes, mais un peu plus large. Et on a essayé également du coup de casser ces stéréotypes au plus tôt, donc en faisant des actions auprès des enfants. Donc c'est là qu'on a lancé avec ADN West les Devox for Kids sur Nantes, donc des ateliers d'initiation à la programmation pour les enfants. Donc pour les enfants, école primaire. C'est ça, oui, à partir du moment où ils savent lire. D'accord. Et en parallèle, on a aussi lancé les coding goûter, où là, ce sont des initiatives plus familiales, où les enfants peuvent venir plus petits, mais ils viennent avec leurs parents. Et voilà, tout le monde, ensemble, apprend à coder en famille. Et le but, c'était aussi de montrer, surtout aux petites filles, que c'était quelque chose d'accessible et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas venir essayer tout ça, en s'amusant. Super, merci beaucoup. Oui, la partie ludique, elle est importante aussi dans ces métiers-là, c'est important de le rappeler. Je veux bien qu'on redonne, ou Anne, vous pouvez vous munir du micro qui est devant vous. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous avez travaillé 20 ans dans le numérique avant de créer votre agence Adelphélie. Et vous intervenez vous aussi auprès d'entreprises, mais aussi de lycées, d'institutions, sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, sur la mixité des métiers, les stéréotypes de genre, le langage égalitaire. Voilà une belle mission. Quelles sont les questions qui se posent? En quoi, d'après cette expérience que vous avez, la mixité, elle est essentielle dans ces métiers, mais aussi dans d'autres, évidemment? Effectivement, le numérique, en fait, régit toutes nos vies du matin au soir. Donc, si ce sont les hommes qui pensent nos vies, il y a quelque chose qui risque de nous échapper complètement. Et d'autre part, il n'y a aucune raison que nous ayons une société où les hommes font ceci et les femmes font cela. Et notamment que le numérique, en fait, il est masculin dans les pays anglo-saxons et dans l'Occident. Mais le numérique, ce sont des métiers féminins en Asie, en Inde et en Malaisie. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui se font à l'intérieur et donc ce sont des métiers qui se déroulent dans des conditions de sécurité. Alors que chez nous, on ne dira pas qu'on est... c'est un peu... on a parfois l'impression qu'une femme est lâchée dans une cage aux fauves quand elle est dans un espace numérique. Donc voilà, donc on voit bien qu'on a... Culturellement, déjà, une approche complètement différente. Complètement différente. Vous êtes reçu comment dans les entreprises avec ce discours sur la mixité, l'égalité? Alors, quand j'interviens sur la mixité, c'est que... il y a une volonté de travailler ces questions-là et qu'en fait, c'est un sujet qui est difficile à aborder. Comment faire? Effectivement, il ne s'agit pas d'aller dire aux filles, venez dans le numérique, parce que ça va pas être, ça marche pas comme ça, quoi. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc le problème de la mixité, c'est qu'effectivement, il faut se poser des questions et savoir comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le numérique devienne un métier dans lequel les femmes peuvent se projeter. Et le rappel historique me paraît pour moi fondamental, parce qu'en fait, ça dit, oui, dans l'histoire de l'informatique, c'était des femmes, c'était des pionnières.
Donc ça me paraît vraiment important de rappeler ça. Alors justement, vous le rappelez certainement à travers une autre casquette que vous avez sur Wikipédia, celle de contributrice Wikipédia active. Un lieu, là encore, où la présence masculine est très forte. Comment vous faites pour essayer d'inverser la tendance sur Wikipédia ? Alors, en fait, on crée des ateliers où on écrit sur des femmes, donc ça permet d'avoir des modèles. On écrit, ce sont des femmes qui écrivent sur des femmes. Et ça permet, il y a un pouvoir d'encapacité, du coup, de voir que... parce que sur Wikipédia, c'est un petit peu pareil que dans le numérique, c'est non, de toute façon, tu vas pas y arriver, c'est pas pour les femmes, ou quand on est en mixité, c'est pousse-toi de là, je vais te montrer comment faire. Bref, on a un petit peu ce type d'attitude que l'on rencontre dans le numérique. Et donc là, c'est vraiment dire oui, nous on est capable, quoi, on peut faire, quoi, et on fait, quoi. Du coup, il y a vraiment quelque chose d'assez fort que de un peu militant. Forcément, c'est toujours militant de toute façon. Mais oui, mais ça se fait un petit peu en sous-marin, c'est-à-dire que c'est une façon d'agir. Il y a une façon d'agir, aussi. Tout à fait. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est sur Wikipédia, c'est un petit peu comme dans la société. A priori, c'est une encyclopédie où tous les sujets sont couverts. Et en fait, non, ce sont les sujets qui intéressent les contributeurs qui sont couverts, mais pas les sujets, la littérature jeunesse, le design, un certain nombre de sujets ne sont absolument pas couverts sur Wikipédia. Donc en fait, c'est un peu, donc on a Wikipédia, c'est pas une encyclopédie de tous les savoirs, c'est une encyclopédie d'une partie des savoirs. Donc c'est peut-être l'occasion de lancer un appel parce que tout le monde peut contribuer. Tout à fait. C'est important de le redire. Tout à fait. Donc sur la méthode, on vient vous voir. Alors le problème, c'est que comme c'est une encyclopédie, il y a énormément de règles et qu'en fait le débuter à la contribution, débuter sur Wikipédia est compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles et que donc quelqu'un qui fait quelque chose va être peut-être rétoqué. Parce qu'il n'aura pas fait les choses dans les... Donc il faut faire les choses dans les règles de l'art, mais il faut agir. Merci beaucoup. Alors on a entendu Cécilia nous parler de son métier de développeuse et je vous propose d'écouter Fanny. On va lui transmettre un micro, Fanny Trémel, puisque elle a choisi de se reconvertir. Elle n'était pas partie pour ce domaine-là et elle est aujourd'hui étudiante en alternance au sein de l'ENI. Le mieux, Fanny, c'est peut-être de nous raconter votre parcours, le démarrage et puis pourquoi à un moment donné, vous allez frapper à la porte de l'ENI. Alors, mon parcours est assez représentatif avec ce qu'on a dit au niveau du collège. Moi, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être webmaster. Donc, quand j'ai dit à mes parents ce que je voulais faire, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « C'est quoi ce truc ?» On va aller au CIO pour se renseigner. Donc, pas de souci. On est parti au CIO et là, le monsieur que j'ai rencontré m'a dit « Mais non, mais pas du tout. Vous êtes une femme, il faut aller ailleurs. » Donc, ça a été réglé. On ne citera pas le nom de ce salarié du CIO. Donc, du coup, mes parents ont essayé de se battre un petit peu pour moi, pour que j'aille quand même dans cette filière. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, au lycée, je suis partie en comptabilité. Donc, rien à voir. Et grâce au professeur de ce lycée, j'ai pu faire une première adaptation et retourner sur le métier de l'informatique, en passant un bac informatique de gestion. Par la suite, j'ai continué en BTS informatique de gestion et j'ai passé une licence informatique en webmaster. Je l'ai eu quand même. Bravo. Quand je suis arrivée sur le marché de l'emploi, c'était très bouché parce qu'on avait inventé beaucoup de choses entre-temps, donc comme les WordPress, Joomla et tout ça, donc on n'avait plus besoin. Des plateformes qui diminuent l'impact du webmaster. Voilà. Et puis en plus, j'étais une femme, donc je pense que ça n'a pas arrangé mes affaires. Moi, j'étais étudiante, donc je travaillais en tant qu'étudiante chez McDo. Donc je suis restée chez McDo pour payer mes factures et McDo m'a permis d'évoluer
en tant que manager et responsable d'un resto. Donc j'ai pris ce qu'on m'a donné, tout en pensant qu'un jour peut-être ça serait utile quand je vais retourner dans l'informatique. Mais quand, je ne savais pas. Ça restait quand même dans Ça un coin de votre restait tête. quand même dans la tête, mais je ne savais pas quand et ni comment. Donc à l'âge de 28 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai fait... je me suis remis en question, on va dire. Et là, j'ai fait, bon, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Et c'était surtout pas McDo. Donc, donc j'ai arrêté McDo, j'ai démissionné, je suis retournée chez papa-maman et j'ai fait, je veux retourner dans l'informatique. Maintenant, il faut que je trouve une personne qui peut m'aider à y retourner. Et j'ai rencontré, du coup, Aurélie sur un salon, donc une chargée de... Non, pas Baptiste, non, pas du tout. hein, voilà. On n'a quand même pas été jusque-là pour voilà. parler des qui femmes est dans les métiers du chargée de numérique. communication auprès de l'école, Ouais. qui a su vraiment m'aiguiller et répondre à toutes mes questions en fait à ce sujet. Et surtout me redonner confiance en moi, en me disant vous êtes peut-être une femme, mais vous pouvez y aller. Donc voilà, donc j'ai atterri à l'ENI, donc j'ai fait ma première année en continu parce que forcément le métier avait vachement évolué, beaucoup changé. Moi je codais à la mimine avec un notepad tout simple et là on parle d'objets. Qu'est-ce que vous me racontez? Donc il a fallu tout reprendre. J'ai galéré, réellement galéré. Mais vous n'avez pas j'ai pas lâché l'affaire. Oui. Et ce qui est appréciable, alors c'est peut-être un monde d'hommes, mais alors on a une place à part, les femmes, parmi ces hommes. C'est, ils nous chouchoutent en fait. Le fait d'être en minorité. Voilà, c'est ça, ils nous chouchoutent. Donc moi j'ai beaucoup de mes collègues qui m'ont aidé à juste venir à comprendre en fait tout ce qui... l'évolution et donc aujourd'hui concrètement vous êtes en moi, cinquième année. Cinquième année, donc je suis en alternance à la CNAM, donc à la sécurité sociale, depuis déjà 1 an et demi. Tout se passe très bien. Alors nous on essaye de faire la parité, donc nous on est 50-50 dans notre service. Ils essayent vraiment de la mettre égalité des salaires aussi pour ceux qui y travaillent. Qui est important aussi au niveau des femmes, je trouve. Et l'intitulé de votre métier d'aujourd'hui alors moi, aujourd'hui, je tiens le poste de conceptrice-développeuse en informatique. Ce qui veut dire que vous faites quoi exactement? Je conçois de A à Z une application. Que ça va du recueil aux besoins jusqu'à l'analyse, jusqu'à la maquette et jusqu'à le développer, donc le coder. Donc, voilà. Et ça vous plaît? Ah, moi j'adore. Voilà, j'ai trouvé vraiment, on en parlait tout à l'heure, avoir changé de métier m'a fait aussi prendre confiance que j'étais pas bien dans ma tête et dans mon corps et que maintenant je vais beaucoup mieux. Donc c'est aussi important de le souligner. Et vraiment, j'adore me prendre la tête avec mon PC et lui parler et lui casser la gueule, entre guillemets. Mais ouais. Non, j'adore ça. Et le Bac+5 donc, me permet d'avoir des nouvelles billes en tant que communication et management, qui est très utile aussi pour travailler en équipe, même si on n'est pas chef de projet, mais qui est très, très, très utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi vos projets pour la suite? Vous avez peut-être du coup un autre... objectif derrière? C'est déjà d'avoir mon Bac+5 déjà et trouver du boulot. Oui, l'entreprise pour l'instant. Mais réellement, je m'inquiète pas parce que justement, il manque beaucoup de développeurs et de développeuses. Moi, je vais pouvoir choisir mon entreprise. Contrairement à d'autres métiers, ils n'ont pas le choix. Donc là-dessus, non, je m'inquiète vraiment pas pour mon avenir. Bon, merci en tout cas pour ce très très beau témoignage. Merci Fanny. Baptiste, il y en a beaucoup des Fanny ou vous l'avez choisi vraiment pour nous ce soir avec ce parcours et cette opiniâtreté? Des Fanny, il y en a. Aujourd'hui, nous, pas assez. Non, pas assez, c'est clair. Hein. Nous, aujourd'hui, on a à peu près une 50aine de femmes au niveau de l'école. Donc, c'est sûr que c'est pas assez. Fanny, elle connaît très bien mon homologue de Rennes, donc Estelle Adam, qui devait être présente ce soir, qui est notre référente égalité femmes-hommes à l'école. Et donc, c'est vrai que Fanny et Estelle ont déjà longuement échangé sur ce sujet-là.
Et c'est vrai que des témoignages comme celui de Fanny, on parlait tout à l'heure de reconversion, on parlait d'abnégation à aller dans les métiers. Et c'est sûr que là, on est en plein dans le sujet. Merci, c'était vraiment très intéressant. Alors, on va écouter un autre témoignage, celui de Colette. Donc, Colette qui représente Femmes du Digital West, mais pas seulement. Donc, ce réseau est actif lui aussi en matière de sensibilisation pour les filles comme pour les garçons. Il dessert notamment des prix à celles qui se lancent. Et parmi les lauréates, enfin les finalistes de Femmes du Digital West, ce concours, eh bien, on retrouve Colette Vitiello, start-upeuse qui a commencé par travailler comme chef de projet web après des études en marketing et en web. Et notamment, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant et je vous propose qu'on en parle, Colette. Vous avez mis en place un programme qui favorisait la mixité chez Capgemini. Vous étiez à l'époque, donc entreprise de services du numérique. En quoi cette plateforme est très intéressante parce qu'elle mettait en évidence un sexisme qui peut-être n'était pas évident avant ce que vous avez fait. Racontez-nous. Oui, en fait, du coup, à la base, j'ai été recrutée chez Capgemini en tant que chargée de marketing. Et il y a un concours qui s'est mis en place au niveau national pour favoriser la mixité homme-femme dans les métiers du web. Et le but, c'était, il n'y avait pas vraiment de directive, on était par groupe de 6-7. Et nous, on s'est dit, mais ouais, on va la favoriser, mais on ne va rien dénoncer, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, on voit sur les plateaux, on a des clusters d'équipes d'hommes, il y a peut-être une fille, et encore, c'est juste celle qui fait l'UX design, donc celle qui fait le visuel du truc, quoi. Et on s'est dit, ça dénonce pas les choses, ça favorise, mais c'est tout. Et donc, on a inventé la Perle. Donc, ça a été le projet lauréat national. La Perle, en fait, c'est une plateforme qui permet de dénoncer de manière anonyme les phrases sexistes dont on a été victime dans la journée. Donc, en fait, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Oui. Et donc, on va sur la plateforme, on écrit ce qu'on a entendu. Et puis, après, on vote tous les mois pour la phrase perle. la plus sexiste, pour la Perle. Et du coup, là, comme la plateforme est accessible à tout le monde, je pense qu'il y en a qui se sentent mal après quand ils rentrent chez eux. Et quand ils reconnaissent. Et quand je pense que forcément, soit ils se reconnaissent entre eux, et puis personne n'ose dire qui c'est, mais on sait très bien qui c'est. Et on a eu des phrases type genre ah, t'as mis une jupe parce que on va faire le rendez-vous client. D'accord. Non. Genre, voilà. Et donc là, ça a été développé à Nantes l'année dernière. Et on est du coup, je suis partie, mais il y a une phase de développement sur le niveau national et c'est en train d'être mis en place à Toulouse là, en ce moment. Merci pour cette explication très intéressante. Donc la Perle, et alors on va continuer parce que vous avez 22 ans, mais déjà 2 créations d'entreprise à votre actif, la pâte de chat et la box naturelle. Un mot peut-être pour nous présenter cette double aventure de création d'entreprise. Oui, alors en fait, à la toute base, je voulais être archéologue, donc rien à voir. Ah oui, d'accord. J'ai fait la fac d'histoire de l'art et archéologie, c'était cool et tout, mais il n'y avait pas vraiment de débouché. Je me suis dit, j'ai toujours été passionnée par l'informatique et je me suis dit, je veux faire du développement, quoi. Et du coup, après la fac, je me suis mise au chômage pour trouver une formation adaptée et tout. Et Pôle emploi, ils m'ont dit non, mais pas du tout, le web, non. Faut être caissière ou être dans la vente, il y a des débouchés, quoi. Oh là là, mon Et Dieu. je me suis dit, mais non. Du coup, j'ai refusé la formation qu'ils m'ont mis en place et je suis partie de moi-même en stage à la cantine du numérique, à l'époque Atlantique 2.0, qui m'a permis de m'initier à l'écosystème web. J'ai appris à utiliser la suite Adobe, etc. Et je me suis mise à faire 1 an de dev en cours du soir, en plus de travailler chez Leclerc, parce que du coup, il n'y avait pas le choix. Et du coup, j'ai appris à coder, etc. Et j'ai pas aimé du tout. Et du coup, ça m'a permis de me sensibiliser à tout ce qui était communication du web, etc. Et donc, j'ai fait mes études en alternance chez Capgemini, chez Humanity, donc une agence web. Et en parallèle, vu que j'avais que ça à faire, j'ai lancé plusieurs boîtes à côté, dont la pâte de chat qui n'a rien à voir avec le web. C'est une entreprise de pet sitting où je fais des câlins à des chats toute la journée. Et une autre entreprise plutôt du coup e-commerce. Donc là, j'ai lancé une plateforme assez innovatrice en France où je propose des produits sains pour les animaux. Mais je suis la seule à proposer ça. Donc c'est vous qui avez fait le développement de la plateforme. Voilà, donc ça vous a quand même été très utile. Voilà, cette donc ça m'a quand même servi. Alors je suis capable de comprendre ce que je fais, ce qui est pas mal. Et puis après, j'ai besoin d'aide quand même. Je suis maintenant en incubateur avec des copains qui font du développement bien mieux que moi, qui peuvent m'assister quand j'ai besoin. Donc, en quoi le numérique aujourd'hui compte dans votre histoire et en quoi ça peut jouer dans vos futurs projets En fait, rentrer dans le domaine du web, ça a vraiment été
une ouverture à un écosystème génial. Enfin, avant, franchement, Rémi, ici présent, m'a connue à mes débuts dans les web apéros. Et c'est vrai que j'étais pas sûre de moi, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais perdue. Et à force de faire des sorties, de rencontrer du monde, de rencontrer des métiers et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'opportunités et qu'on n'était pas au courant. Le CIO, j'ai eu le même problème. Hein. J'y allais. Il va falloir créer un événement au CIO. Ah ouais, clairement. Et puis du coup, je savais pas tout ce qu'il était possible de faire et ça m'a vraiment ouvert des opportunités géniales. Surtout, Femmes du Digital West, tout ça, c'est vraiment un écosystème en dehors de la mixité. C'est vraiment des vocations qui se créent. Et pour moi, je me vois pas vivre sans web à l'avenir. Enfin, vraiment, c'était une vocation un peu comme Fanny qui s'est déclarée, quoi. Justement, on va peut-être parler de ce réseau quand même. Quelques mots sur Femmes du Digital West. Qu'est-ce qu'on y fait? À quoi sert ce réseau? Du coup, Femmes du Digital West, c'est le premier réseau régional de femmes et d'hommes qui œuvrent pour la mixité dans les métiers du web. Et donc, il y a pas mal d'événements qui sont faits assez régulièrement. On avait été à Angers parler à des collégiens, des lycéens, comme on disait tout à l'heure. J'interviens aussi avec 100 000 entrepreneurs. Donc, demain, régulièrement. D'entreprises qui vont à la rencontre des jeunes dans les écoles. Et donc là, quasiment une fois par semaine, du coup, je représente aussi Femmes du Digital West à ces moments-là pour sensibiliser les garçons et les filles à ces métiers-là. Merci beaucoup, Colette, pour votre témoignage également passionnant. Un mot pour dire que Femmes du Digital West prépare aussi actuellement un parcours d'une 30aine d'heures montrant ce qu'est le numérique aux femmes en reconversion professionnelle. Là encore, ce public ciblé en particulier. Alors, le fait qu'il y ait d'un côté, on l'entend, un vivier d'emploi et puis de l'autre, des femmes exclues, pose forcément une question toute simple quand on parle reconversion professionnelle. C'est comment faire coïncider les besoins. Je propose qu'on transmette un micro à François Parpaillon, responsable du service insertion emploi au sein du département de Loire-Atlantique. Est-ce que c'est une question qui a été creusée dans le cadre des politiques en direction des personnes éloignées de l'emploi ou la stratégie départementale de lutte, d'inclusion, de lutte contre l'exclusion. Stratégie départementale d'insertion. Alors, à dire vrai, quand vous nous avez posé la question, avec les collègues, on y a réfléchi un petit peu. Et on peut vous dire que quand on parle du numérique, notamment avec des allocataires du RSA, souvent on parle plutôt d'un frein. Et quand on parle du numérique, on voit toutes les téléprocédures, tout ce qui... et eux, ils le vivent plutôt comme ça. Donc c'est vrai qu'on a très peu abordé la question du numérique comme une opportunité pour effectivement se retourner vers l'emploi. Alors, le département s'est engagé fortement avec donc une stratégie, un engagement départemental pour l'emploi local, avec des partenaires. Et donc, je le disais, il peut y avoir quelques projets, mais aujourd'hui, ils sont vraiment, on les compte à l'unité, quoi. Par contre, on a des partenaires qui sont là, ici, avec moi, qui travaillent effectivement sur cette question, parce qu'au travers des témoignages, on l'a vu, on est plus sur une question de comment on élargit les choix des jeunes et des moins jeunes, comment est-ce qu'on porte un nouveau regard sur ces métiers du numérique. Il faut quand même voir que parmi les personnes que le département accompagne, les allocataires du RSA, on a beaucoup de gens qui ont effectivement des niveaux d'études très faibles, qui n'ont pas de diplôme ou très peu de diplômes. Et c'est vrai que l'image aujourd'hui qu'on a des métiers du numérique, c'est qu'il y a un bagage minimum au démarrage. Et quand on a 40, 50 ans, redémarrer tout ça, ça peut poser plus de questions. Après, j'ai cherché dans les typologies les trois familles de métiers, si on retrouvait des choses, parce que c'est vrai qu'on a vécu une expérience sur le marché du très haut débit, là c'est une forte action du département, où on a fait une démarche intégrée en disant sur des métiers qui s'approchent du numérique, mais pas tout à fait, enfin, vous me direz si on rentre dans les familles, mais sur le métier du câblage, justement sur la fibre, là il fallait trouver du monde, et on a permis à 8 personnes de s'engager et de se former. Mais là, effectivement, on n'a pas touché de femmes, on n'a eu que des hommes. Donc je le dis, enfin voilà, pour vous dire un peu l'approche qu'on a aujourd'hui, et je pense que les débats, les échanges qu'on a peuvent nous inciter à y retravailler, vraiment peut-être sur la représentation des métiers, y compris d'ailleurs pour les chargés d'accompagnement à l'emploi. Je pense que ce serait important, c'est un travail qu'on fait avec beaucoup de fédérations d'entreprises, à inciter nos collègues chargés d'accompagnement à l'emploi à aller dans les entreprises, voir ce que sont les métiers, pour qu'eux aussi ils s'autorisent à réfléchir à ça avec les personnes qui les accompagnent.
Mais voilà, faut laisser parler les partenaires. Il y a Notamment Joël et Eric. Voilà, et puis on a aussi le CIDFF, Oui. le Centre d'information sur les Sur droits des femmes et des familles, avec qui oui. on mène une action, et ce serait important qu'ils On qu'ils va nous les disent ce écouter qu'on en fait. maintenant, d'ailleurs. Hein. On va commencer par peut-être Joël Herry, de la Fondation Agir contre l'exclusion. Donc, quels sont, vous, les moyens que vous mettez en œuvre? Bonsoir à tous. Nous, concrètement, aujourd'hui, donc au sein de la Fondation FACE, on déploie, on a une action qui est en phase de déploiement cette année, qui s'appelle Wi-Fi, donc le jeu de mots Wi-Fi, voilà. Donc c'est une action qui a été créée par la Fondation il y a aujourd'hui 2 ans et qui est partie du constat, comme on le disait depuis tout à l'heure, en fait, hein, que les choix d'orientation sont toujours très genrés aujourd'hui à la fin du collège et se renforcent encore plus dans les choix d'orientation du niveau des études supérieures. Et donc notre idée, c'était d'aller au plus tôt rencontrer les filles et les garçons dans les collèges et dans les lycées pour justement parler avec eux de la mixité des métiers, leur faire rencontrer, comme on disait aussi, des femmes du numérique, des rôles modèles, et les doter aussi de compétences concrètes, les filles et les garçons, de l'informatique, pour les armer et pour qu'elles se sentent aussi légitimes à aller vers ces métiers. Alors concrètement, on intervient dans des collèges de Loire-Atlantique, de Nantes Métropole et de zones plus rurales. Et donc on propose aux enseignants et aux classes plusieurs ateliers, notamment donc, des ateliers d'acquisition de compétences qui sont réalisés par des étudiants en informatique qui viennent rencontrer les filles et les garçons et leur apprendre à coder, programmer, faire du multimédia, de la vidéo, de la photo, etc. Des ateliers plutôt débat d'idées sur ces questions-là, justement d'égalité filles-garçons. On part de leur représentation, de ces jeunes-là, dès la 5e, sur ces questions d'égalité, et on essaie de déconstruire progressivement avec eux les stéréotypes de genre qui sont très présents au sein des différents métiers, notamment les métiers du numérique. Et troisième approche, ce sont des femmes donc, qui viennent parler de leur métier, qui parlent très simplement et très concrètement de leur parcours scolaire, professionnel, des embûches qu'elles ont pu rencontrer, de leur poste, comme tu l'as fait. Ça a forcément un impact. Ça fait écho et puis ça permet de voir qu'il existe des femmes et qui sont bien dans leur basket et qui sont dans des métiers techniques et informatiques. Voilà, et pour ça, donc, on travaille avec des entreprises du numérique qui sont partantes, notamment comme eAdvice cette année, dont les femmes développeuses, data scientists, responsables d'équipes viennent parler de leur métier. Et donc, comme je disais aussi, des étudiants qui viennent faire des cours et des ateliers avec eux. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation des actions de la Fondation Agir contre l'exclusion, donc FACE. Un mot peut-être du CIDFF présent aujourd'hui, pour savoir ce que vous aussi vous faites. Bonsoir, donc le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc on a pour mission de promouvoir l'égalité professionnelle, notamment entre les hommes et les femmes. Donc dans ce cadre-là, on travaille, donc moi je suis conseillère à l'emploi, donc on accompagne essentiellement les femmes, mais dans le cadre de notre partenariat avec le conseil départemental, les jeunes de moins de 30 ans qui sont plutôt dans une démarche de réinsertion professionnelle. On travaille avec eux le projet professionnel tout simplement. Et donc, on est plutôt en amont, où là, pareil, on travaille sur la déconstruction des stéréotypes dans le cadre de l'orientation, sur leur représentation qu'ils ont des métiers, pour vraiment qu'ils puissent s'interroger sur leur centre d'intérêt, et puis déterminer un projet qui soit réaliste, et puis où il y a des opportunités aussi. Donc, on les encourage vivement à les découvrir, les métiers du bâtiment, les métiers du numérique, dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il se passe des choses et beaucoup de personnes agissent. Et justement, on va revenir avec vous, Marie, sur ce qui va se passer ici, aux Lunes, bientôt, au mois d'avril. Ça s'appelle Girls Can Code. Le nom va changer, mais pour l'instant, ça s'appelle comme ça. De quoi s'agit-il ?
On va l'appeler comme ça pour l'instant. En fait, il s'agit, alors c'est un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël de la Fondation Agir contre l'exclusion. Nous, il y a quelques années de ça, on a été sollicités pour mettre Wi-Fi en place sur le territoire et puis ça nous semblait très lourd comme projet. Et puis on s'est dit, mais on n'arrive pas à attirer les filles vers ce secteur, donc comment on va attirer 20 filles pour 6 mois et avec Atlantique 2020, donc, qui a mis en place l'exposition qu'on vous invite à regarder avant de... On a réfléchi et puis on s'est dit si on essayait une semaine. Et donc on a essayé en juillet dernier à l'IUT Maréchal Joffre en centre-ville d'accompagner 20 collégiennes et lycéennes. Donc là on allait de la 6e à la terminale, donc c'était assez large, sur l'appréhension du code. Donc on a fait du développement web, on a fait de la gestion de bases de données, des choses plus ou moins, on va dire, concrètes. Et puis on leur a fait visiter des lieux, des entreprises, on leur a fait rencontrer des femmes. Et donc on va mettre ça en place en avril, donc 9, 10, 11 si je ne me trompe pas, avril ici, avec des collégiennes du département. Et le but c'est pouvoir aussi de mettre ça en place partout en région dans les années à venir. Et en fait ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est leur montrer des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du numérique concrètement et de leur donner envie d'essayer de le faire aussi par elles-mêmes plus tard. Alors on a quelques images je crois de ce qui s'est passé. Alors on va regarder une petite vidéo reportage. Hop. J'ai fait une petite formation express avant. Cette semaine, c'est Girls Can Code Nantes 2018. En fait, c'est un stage d'initiation au code informatique pour les collégiennes et lycéennes. Donc en fait, les collégiennes sont là pour passer une semaine pour s'initier au code informatique, visiter des entreprises et des lieux emblématiques du monde numérique nantais. On a notamment une visite de la cantine numérique, une visite de Sigma, qui est une grosse entreprise numérique sur Nantes Métropole. Et on va passer aussi 4 demi-journées à faire des TP sur le code informatique, du site internet, du chatbot et de la base de données. Le but de cette semaine, c'est clairement de féminiser la filière informatique qui manque cruellement de profils féminins, qui manque aussi cruellement de profils développeurs, tous sexes confondus bien évidemment. Mais voilà, on essaye de montrer aux filles que ces métiers-là sont aussi agréables pour les femmes que pour les hommes. Là, c'est la première journée, on commence, on est lundi matin, ça finit vendredi soir. Je pense que pour l'instant, c'est un peu de timidité. Donc c'est pour ça que là, actuellement, pendant que je vous parle, il y a un icebreaker qui a lieu avec une agence qui s'appelle Bijoux, qui va essayer de les rendre un peu plus sociables entre elles, de les faire se connaître, de faire des petits jeux pour qu'on arrive à dépasser un peu cette timidité. Parce que le but, c'est aussi la cohésion d'équipe, vu qu'elles vont travailler en binôme. Donc l'université et Atlantique 2020 sont particulièrement touchés par la sous-représentation des femmes dans la filière du numérique. Donc c'est important, même si c'est une première action, donc c'est pas forcément encore mis à échelle, mais c'est important d'avoir un premier pas initié et de créer un espace de parole pour les jeunes filles et de créer un espace dans lequel elles peuvent apprendre à coder, s'exercer, apprendre en faisant des erreurs aussi et en n'étant pas sous pression d'une classe ou d'une entité. Donc là, c'est vraiment un espace où elles doivent apprendre et s'amuser. Du coup, on veut remercier, parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet, et on veut remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce stage. On remercie tous nos partenaires professionnels, tous nos partenaires institutionnels et nos 2 structures respectives qui nous ont aidés à porter ce projet-là. Merci beaucoup. Merci. on peut effectivement les féliciter. Bon, il va falloir refaire les t-shirts si vous changez de nom. C'est quoi le prochain nom envisagé? Oui, ça marche. On a quelques idées en tête. Voilà, on voudrait toujours garder les girls et le code. Oui. Pour être très honnête, c'est on arrête la collaboration avec une des structures qui avait initialement initié les stages Girls Can Code. Donc il faut changer de nom. Il faut changer de nom, mais on n'arrête pas parce que on a envie de prendre un peu notre indépendance. Donc appel à votre créativité. Voilà. On cherche un nom et Girls Code. Mais okay. Bien, alors n'hésitez pas. Il nous reste un peu de temps et n'hésitez pas, vous avez peut-être des questions auxquelles je n'ai pas pensé, des choses que vous avez envie des réactions, des commentaires, et bien on va prendre le temps. Voilà, le but c'est de lever la main, comme ça on vient vers vous avec un micro. Il y en a un là, si besoin. Anaïk, merci.
Voilà, comme ça, on va avoir un spectre large. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être vous présenter rapidement. Oui, rapidement. Rémi Maron, enseignant en marketing digital en école supérieure. J'ai juste une remarque par rapport au CIO. C'est vrai que j'ai lu dans un article du Monde ce matin exactement les mêmes remarques. Sur le sujet d'ailleurs, à lire. Sur le sujet à lire. Honnêtement, j'y ai pas cru. J'ai préféré me dire non, ça n'existe pas. Puis bon, c'est vrai que ces témoignages le confirment. Non, j'aurais juste une remarque en fait sur une chose qui s'est passée pendant la conférence et qui moi m'offusque un petit peu. Madame Lefort, quand vous avez passé les différents écrans pour changer de slide à certains moments, oui. On a dans la salle eu des réactions du type petit sourire, petit fou rire, etc. Soi-disant. Ah, c'est pour ça. J'y reviendrai. Imaginons une seconde qu'à la place de Madame Lefort, ce soit un homme. Est-ce qu'il y aurait ce type de réaction du type oh bravo Madame Lefort, vous avez réussi à passer ces slides. Je trouve qu'ici en fait on a tendance en fait à vouloir entretenir en fait ce qu'on a voulu dénoncer pendant cette table ronde. Et je crois que ça vaut vraiment le coup de poser la question, si ça avait été un homme, est-ce qu'il y aurait eu ces réactions? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous avez souri. Mais en fait, je crois que j'ai souri moi aussi, donc j'ai dû induire ça. Non. Oui, mais tout à fait, mais c'est aussi c'est d'ailleurs l'article de Le Monde. C'est la première fois que donc c'est un jeu, ça m'a amusé. L'article de lemonde.fr le souligne exactement, c'est là aussi ces clichés en fait qui sont beaucoup entretenus et qui font que les femmes aussi ont forcément en fait tendance à entretenir ça parce qu'elles ont été conditionnées là-dedans. Et du coup, ça, c'est pas forcément facile de sortir de ça aussi. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ceci dit, si je peux me permettre, moi, c'était plutôt le côté ludique, puisque ça m'amusait follement en fait d'utiliser ça pour la première fois ce soir avec vous. Est-ce que si cela avait été est-ce que si vous avez été un homme, je pose la question. Bonne question. Alors, Philippe Beauval a une réaction. Non, l'anecdote, c'est que c'est la seconde fois que nous venons ici. La première fois, c'était l'inauguration du lieu, un lieu numérique, on était fiers d'avoir toutes ces installations et que le monsieur, c'était un homme chargé de faire marcher l'appareil et le spécialiste du numérique chez nous, c'est une femme qui chez nous au département est la directrice des solutions numériques et qu'ils étaient bien embarrassés parce qu'à chaque fois qu'ils manipulaient l'écran, ça ne fonctionnait pas. Donc il y avait un paradoxe entre un lieu qu'on présentait comme le lieu branché à Nantes, etc., et toutes les sommités responsables, et cet écran qui ne marchait décidément. Donc, en voyant Madame Lefort, je disais, ça marche. Ça marche, voilà. Donc, c'était peut-être interprété. Je vais faire court, peut-être pour prolonger un peu la question que vous avez, Président, sur pourquoi, et montrer aussi à travers ça qu'on essaye d'agir alors à notre façon et dans le champ qui est le nôtre. Vous avez évoqué la question des modèles féminins. C'est important et nous essayons de travailler avec les enseignants sur la pédagogie par discipline, c'est-à-dire comment on enseigne les maths, comment on enseigne des disciplines scientifiques et mathématiques dans une classe. Alors c'est beaucoup de chemin puisque ceux qui ont construit la connaissance sont souvent des hommes, ceux qui évaluent, qui sélectionnent les enseignants sont majoritairement des hommes, mais il y a un effort réel. Alors, outre la question des exemples pour les élèves, de formation des enseignants et de regard sur comment ils enseignent leur discipline. Comment faire pour avoir une pédagogie plus inclusive pour ce qui concerne les disciplines scientifiques, mais aussi technologiques. Parce que dès qu'on dit technologie, eh bien, il y a une séparation importante qui se fait entre le secteur santé, social, et puis le secteur de la production. Et là, chacun, guidé par les familles probablement et parfois par les CIO, fait son chemin pour aller à gauche ou à droite. Donc le premier point, c'est travailler sur la pédagogie. Alors, on retrouve la même chose dans les écoles d'ingénieurs, on retrouve la même chose vers le master-doctorat quand on fait des choix pour aller vers la recherche. Les étudiantes filles sont tout à fait capables d'eux, elles sont beaucoup moins nombreuses à aller vers des doctorats et vers du niveau recherche, pour X raisons. Le premier point. Le deuxième réaction peut-être sur la question des quotas. Alors moi je suis copilote avec une collègue dans le premier degré, donc maternelle primaire, et avec une autre collègue dans les collèges. On travaille sur une mission académique égalité-mixité. Et on travaille avec les enseignants. Et toutes ces questions se posent. Quand on fait des ateliers de codage ou d'approche des sciences, puisqu'aujourd'hui c'est un des objectifs de l'école, introduire ces questions-là le plus tôt possible de façon ludique, les enseignants nous disent comment on fait pour gérer les inscriptions des élèves dans l'ordre que vous décrivez. Sans doute le point de vue qu'on peut avoir, c'est à un moment donné rendre les choses visibles. Et le choix de dire il y a X places pour des garçons, X places pour des filles, eh bien, un collège peut se dire, ou une école peut se dire, sur 2-3 ans, on va fonctionner comme ça. Et puis, dans 2-3 ans, on va voir le taux de pression pour les places côté garçons et filles.
Sur les 10 places pour les garçons, il y a combien de demandes au bout de 3 ans? Sur les 10 places pour les filles, il y a combien de demandes? Et si dans le fond, il y a beaucoup plus de demandes qu'il y avait auparavant, à un moment donné, on dit aux enseignants, il faut peut-être arrêter les quotas parce que avec ce système de places réservées, vous avez mis en évidence que tout le monde avait sa place. Et au moment où les choix se font, eh bien, on peut mettre fin aux quotas. Donc c'est intéressant parce que transitoirement en tout cas. Ça peut être transitoire, c'est un peu une idée politique éducative, on va dire. Peut-être, si j'ai encore 10 secondes, dire quand même que du point de vue de l'école, il y a aujourd'hui quelque chose de très important qui démarre, c'est la réforme des lycées généraux et technologiques. Dans les lycées généraux et technologiques, il y a une nouvelle discipline qui apparaît dans les emplois du temps, qui pose un grand nombre de questions du côté des enseignants, parce qu'ils ont besoin de savoir où la mettre, et du côté de tous ceux qui évaluent. Cette discipline s'appelle sciences numériques et technologies. Elle existe depuis la classe de seconde, elle va jusqu'à la classe de terminale. Et vous savez sans doute que dans les lycées, on met fin aux anciennes spécialités littéraires, scientifiques, maths, économiques, sociales. Et on raisonne sur des logiques d'enseignement commun, de spécialité et d'options. Donc ça va être intéressant parce que même si, on le sait, une organisation initiale a tendance à vouloir continuer à exister, le choix des familles et des élèves sur les enseignements pourra dire des choses. Combien de filles iront vers ce choix de la discipline sciences numériques et technologies? Ça sera, et peut-être qu'il y aura besoin à certains moments d'avoir non pas des quotas, parce que ça paraît difficile à faire, mais en tout cas des façons de faire dès le collège et avant, pour que ces questions-là soient vues autrement par les familles et les élèves. Avant-dernier point, sur la question... Vous m'aviez dit 10 secondes. Ouais, oui, mais vous avez entendu le temps passé à dire « mais que font-ils » Donc j'essaye de répondre sur ce qu'ils font. Vous m'excuserez, enfin vous excuserez ma... Bon, indiquer que des choses se font effectivement dès le collège, c'est très fréquent. Depuis l'école primaire, c'est moins fréquent. Alors je citerai quelques noms, mais j'essaierai d'être œcuménique. On travaille avec Cisco, par exemple. Les écoles travaillent avec Cisco sur de la sensibilisation aux technologies et de l'incitation aux filles. On travaille avec Orange sur d'autres actions qui s'appellent Capital Filles. On travaille avec l'Université de Bretagne-Loire qui conduit une action qui s'appelle le numérique des métiers en tout genre. Donc effectivement, il y a une offre en direction des filles pour aller vers le numérique. Pour être tout à fait honnête, nous, notre préoccupation, c'est de travailler sur la mixité, c'est-à-dire comment faire pour que les filles et les garçons soient ensemble dans certaines disciplines pour préparer certains diplômes. Pour nous, c'est plus important, parce qu'en fait, dans le reste de la société, pour X questions, pour X très bonnes raisons, il faut soutenir l'effort des filles et des femmes. Dans le champ de l'école, les missions qui sont confiées, c'est faire que les garçons et les filles fassent des choix qui deviennent moins dépendants du sexe biologique. Et donc, la question, c'est de donner une place à chacun avec l'affaire de la mixité. Dernier point, puis j'arrêterai là sur les CIO. Il ne vous aura pas échappé, ou vous le verrez bientôt, que l'orientation scolaire qui auparavant était prise en charge par l'éducation nationale est passée dans le giron des conseils régionaux. Donc ça veut dire que les équipes, les femmes et les hommes qui travaillaient là-dessus, ça va beaucoup changer. Les CIO, centres physiques, sont en train de disparaître. Donc ça sera intéressant de voir piloter autrement avec d'autres organisations si les résultats évoluent. Voilà, j'arrête. Merci. Merci, c'était très intéressant de revenir sur tous ces éléments et d'avoir votre éclairage sur ce qui se fait et ce qui se passe. Le temps passe d'ailleurs très vite. On va prendre, s'il y en a, peut-être une autre question ou réaction. Oui, on vous apporte le micro et on vous écoute. Merci, je vais commencer par une anecdote. Moi, comme j'étais en fauteuil roulant, je voulais surtout pas faire un métier du numérique et au CIO, on m'a dit tu devrais aller vers ce métier. Voilà, donc chacun... Spéciale dédicace à tous les conseillers du CIO voilà, qui pourraient c'est la entendre fête cette soirée. Désolé, c'est la fête des conseillers du CIO. Mais voilà, comme quoi on a tous dans notre parcours des rapports, des souvenirs de ce type. Non, moi, je voulais poser une question parce que finalement, aujourd'hui, on parle de la difficulté du sourcing, de la capacité à recruter des femmes
on pourrait presque dire des filles, puisque dès le collège, même dans les ateliers, on a du mal voilà, c'est une difficulté qui commence très tôt. Et moi, je m'interroge ensuite sur ce que ça veut dire sur ces métiers très masculins, sur ces organisations très masculines, sur ces entreprises qui sont très masculines, et peut-être entendre le témoignage d'un certain nombre de celles qu'on a entendues ce soir, sur finalement, une fois qu'on est dans cette entreprise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, cette entreprise masculine? Est-ce qu'elle est plutôt bienveillante au regard de ses salariés de sexe féminin, ou est-ce qu'il y a aussi, parce qu'il faut évidemment pas se cacher la vérité quand c'est le cas, des difficultés particulières qui pourraient apparaître dans ce domaine-là une fois qu'on est en poste et qu'on voilà, qu'on rentre dans ces entreprises en termes de capacité à évoluer, capacité à prendre des responsabilités, voilà, qualité de travail avec un groupe d'hommes qui est entouré. Voilà. Enfin, en tout cas, si vous aviez des témoignages sur ces questions. Alors, on a entendu que certaines se font chouchouter, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors, on va vous emmener le micro pour que la qualité de l'enregistrement soit bonne également. Je pense que c'est une très bonne question, mais pas que dans le secteur du numérique, parce qu'au McDo, par exemple, j'étais une femme à responsabilité. Et quand un client arrive et se plaint, on a beau lui dire qu'on est responsable, qu'on a la chemise et la casquette. Pour lui, on n'est pas responsable parce qu'on est une femme. Donc, je pense que c'est dans n'importe quel domaine, on peut avoir ce problème entre. En tout cas, vous ne le ressentez pas aujourd'hui dans votre non, parce que je pense que j'ai pas assez de recul et d'expérience encore dans le domaine du numérique. Mais je pense que la question se pose aussi dans tous les domaines. Non, mais c'est intéressant. Colette, alors chez Capgemini, il y avait ce sexisme peut-être un peu caché. Oui, alors maintenant j'ai plus de problème vu que je travaille toute seule. Mais chez Capgemini, j'ai eu le problème aussi parce que j'ai souhaité bifurquer de responsable marketing à chef de projet fonctionnel. Et on m'a dit que le poste n'existait pas. Alors qu'il y en avait plein autour de moi, je parlais avec eux tous les jours. Et on m'a dit que le poste n'existait pas et que le poste était fermé alors qu'il y avait des recrutements en cours. Et sur toutes les équipes que je connaissais, il y avait 2 femmes chefs de projet fonctionnels, alors qu'il y avait, je sais pas, une 50aine de clusters sur Nantes. Donc 2 femmes pour 48 hommes chefs de projet. D'accord. Et on m'a clairement fait comprendre que j'avais pas ma place, quoi. Donc voilà. Ben voilà, c'est un témoignage intéressant. Merci pour la question posée. Cécilia, peut-être, même si vous l'avez un petit peu dit, mais sur les perspectives d'évolution, est-ce que vous sentez une différence? Effectivement, ce que j'ai ressenti, moi, c'est que j'étais développeuse et en général, quand on est développeur, on a plusieurs opportunités d'évolution de carrière. Soit on devient architecte, donc on conçoit des gros systèmes, soit on devient chef de projet. Et on m'a clairement fait comprendre que c'était mieux d'être chef de projet. Parce que, architecte, c'était un peu technique quand même. Valait mieux que je m'occupe. Surtout, en plus, j'étais maman, gérer des équipes, c'est mieux. Voilà, on gère. Ça reste des enfants quand même, les développeurs. Donc ça m'a. Voilà, c'est vrai qu'on est un peu orienté. Aiguillé. Voilà, surtout un peu trop vite. La personne qui m'a dit ça était une femme. Donc ça m'a d'autant plus choquée. En fait, voilà, donc c'est vraiment bien ancré dans les mentalités. Non, une vraie représentation. Merci. Je crois que oui, vous souhaitiez réagir. On vous écoute. Merci, bonsoir. Sophie Aubé, là, je parle en tant que maman. Je suis ravie d'entendre toutes ces initiatives dès la primaire et même au collège. J'avais une question, Cécilia, concernant les coding goûters. Ça se passe le week-end en famille ou pendant les vacances scolaires? Ça se passe les dimanches après-midi. D'accord, donc c'est un rythme régulier dans l'année. On essaie de faire ça tous les mois, oui. Bravo. Je dis on essaye. Donc rendez-vous sur le site internet de Women in Tech. Je crois qu'il n'existe plus. Mais mais on a un site coding goûter. Enfin, on est reconnaissable. Et donc j'avais une autre question. Est-ce que justement pour favoriser cet appétit dès le collège, est-ce qu'il y a des opportunités pour les stages 3e? Parce qu'ils rencontrent vraiment de grosses difficultés à trouver leur place dans les entreprises. On leur dit qu'ils sont trop jeunes. Alors là, c'est Marie qui va pouvoir vous répondre. Ça, c'est une vraie question. Moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec le département et Nantes Métropole sur le déploiement de la plateforme. Tous les ans, je vais pousser mes entreprises, parce qu'on en représente à peu près 600. Et puis là, on a une grosse partie sur la Loire-Atlantique.
Et c'est pas facile. Cette année, je sais que certaines ont ouvert leurs portes à des stagiaires de 3e. Et donc, je vais utiliser ces beaux exemples pour les mettre en avant, pour pousser les prochaines et l'année prochaine à en accueillir. Et puis, en fait, nous, on a un rôle de facilitateur. Et ce que je me dis, c'est que pourquoi pas mettre en place un guide de l'accueil du stagiaire dans une société d'informatique aujourd'hui. Je pense que ça leur permettrait d'avoir moins peur aussi. Qu'est-ce qu'on va lui faire aux jeunes? On va pas le mettre assis à regarder des lignes de code toute la journée, il va s'endormir, ce qui est pas faux. Mais c'est bien aussi qu'il puisse le voir et se rendre compte si c'est un métier qui éventuellement pourrait lui plaire ou pas. Voilà. Donc le travail est en cours. C'est ça. Sur ce sujet-là. Merci. Et j'ai une deuxième casquette. Oui. Donc je suis administratrice à la FCPE 44. Donc vous pensez bien que les questions d'égalité filles-garçons touchent au cœur de notre fédération. Et effectivement, j'ai connaissance, par exemple, au lycée Livette, qu'il y a un forum des sciences des ingénieurs au féminin, qui est donc dès la seconde pour les inciter à continuer en STI2D ou en post-bac pour les prépas. Donc les chiffres sont alarmants en termes de parité. Là, je crois qu'elles sont en première année de prépa, donc sur 90, elles doivent être moins de 10. Mais en tout cas, les chiffres sont en progrès. Donc petit à petit, on grappille quelques places. Derrière ça, il y a un autre problème. Quand on aura convaincu tout le monde, plus de filles à s'engager et à découvrir ces métiers-là, il y a une difficulté au niveau des internats et des places de lits-filles. Donc la règle, c'est que si la famille habite loin, la fille est prioritaire donc sur une place d'internat. Mais sur l'Yvette, on a une chambre de 8 qui sont donc remplies par les 3 années de art appliqué. Donc art appliqué et genré filles, et on leur donne les lits, alors qu'il y a de plus en plus de garçons en art appliqué et design. Et puis de l'autre côté, en sciences de l'ingénieur, on fait un forum, on invite, mais les moyens ne suivent pas, ou alors des partenariats avec des logements plus facilement accessibles au cœur de Nantes, donc c'est difficile. Eh oui, ça montre l'ampleur de la tâche. Merci en tout cas de souligner cet autre aspect très intéressant. Il est quasiment l'heure de clore cette table ronde. Je vous propose, s'il y a une dernière question ou un dernier commentaire, de la poser maintenant pour ne pas créer de frustration. Tout va bien, ok. Sinon, évidemment, les échanges vont pouvoir se poursuivre de façon informelle autour d'un petit rafraîchissement. Quelques informations, je le disais, donc cette soirée est organisée par le département pour se mobiliser dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, mais 2 autres rendez-vous vous sont donnés ce week-end au domaine de la Garenne-le-Maux le dimanche 10 mars, donc dimanche prochain, à partir de 14h, donc avec 2 temps forts, notamment une table ronde sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et puis un théâtre forum avec une compagnie qui s'appelle Live Comedy, des échanges ludiques également, ouverts tout l'après-midi, et puis des visites dédiées au parc, du parc et du château de Clisson. À Châteaubriand, samedi et dimanche, donc tout le week-end à partir de 10h30 le samedi, eh bien, beaucoup de rendez-vous, exposition de la grande robe royale que vous avez vu peut-être sur les affiches, à l'effigie de Françoise de Foix, un personnage emblématique du château de Châteaubriand. Une robe qui a été créée en lien avec une artiste et couturière locale, des associations du territoire et puis un collège. Voilà, donc rendez-vous à Châteaubriand pour ce 2e temps fort si vous en avez envie. Voilà, merci à nos intervenants, intervenantes, témoins au féminin dans la salle. Merci aussi à vous pour votre écoute et votre attention. Et puis rendez-vous juste à côté. Et très belle fin de soirée à toutes et à tous.